Bon, bienvenue à cette session que j'ai intitulée Java, le changement c'est maintenant. Enfin maintenant, pas tout à fait, ça fait quand même un an que ça bouge vraiment beaucoup. Alors probablement pour certains d'entre vous, ça va plutôt être le futur, mais ce que je vais vous parler c'est plutôt le passé, voire le présent. Il doit y avoir un demi-slide sur le futur. Essentiellement parce que Java bouge beaucoup en ce moment. Alors on s'est plaint pendant longtemps que Java évoluait pas assez rapidement, et puis bon, maintenant on va voir qu'il y a plein de choses qui bougent. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on a une majorité d'applications qui sont en Java 8, alors pas toutes encore, hein, toutes les applications ne sont pas en Java 8. Et ce qui est intéressant avec cette version 8 de Java, c'est qu'on peut se demander si ça n'a pas rendu Java great again. Vous savez, pour parodier un petit peu un homme politique de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un certain engouement pour cette version de Java, notamment avec certaines fonctionnalités comme les lambdas, les références de méthodes, les streams, qui ont vraiment redonné un engouement à cette version de Java 8, et ça va être assez paradoxal parce qu'on va voir que la version suivante, c'est carrément l'opposé. En tout cas, si on voulait un petit peu illustrer ça, alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas au TOB, Java est redevenu le langage de l'année en 2015, pour la seconde fois. Et c'était la première fois qu'un langage redevenait le langage de l'année. Depuis, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment intéressant. Ça a été diffusé en mars 2014, donc c'est pas tout jeune. Et puis la fin des patchs gratuits s'annonce puisque c'est au mois de janvier prochain. Donc forcément pour les entreprises, ça va peut-être avoir un certain impact. Suite à cette version, on a une nouvelle version majeure, Java 9. Et là c'est très paradoxal parce que finalement ça va probablement être la version la plus controversée de Java. Et peut-être que pour illustrer aussi cette controverse, c'est la première fois que l'Executive Committee, donc ceux qui votent, qui font le vote final d'une JSR, ont voté non. Alors à l'époque, ça a fait un séisme, on a entendu plein de choses, c'est la fin de Java, c'est la fin des modules, parce qu'on va voir que dans Java 9, c'est essentiellement les modules qui sont apportés. En tout cas, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites, et depuis, Java 9 est sorti. Alors pourquoi cette version est très controversée? Essentiellement parce qu'elle introduit un certain nombre de changements majeurs, tout en tentant quand même d'offrir une certaine compatibilité pour que ça casse pas tout, même si on verra qu'il y a quand même des incompatibilités. Ce qui est un vrai changement majeur par rapport aux versions précédentes de Java. Vous prenez une application en Java 7, vous l'exécutez en Java 8, généralement il n'y a pas trop de soucis. Elle a été diffusée en septembre 2017, donc ça fait déjà un an, et depuis on a déjà eu deux petits updates, on verra pourquoi. Et puis effectivement, quand on parle Java 9, on entend beaucoup parler de Jigsaw, le projet de Jigsaw, qui a introduit un système de modules dans Java. Alors système de modules qui a été attendu depuis très longtemps, hein. On nous l'avait commencé à réfléchir en Java 6, annoncé en Java 7, reporté en Java 8, et finalement maintenant en Java 9, on l'a. Et effectivement, un petit peu comme tout système de modules, ça introduit une certaine rupture. Essentiellement, on va voir en termes d'accessibilité, de visibilité surtout, et puis quand même, pour essayer quand même de ne pas tout casser, certaines fonctionnalités pour tant bien que mal, arriver à avoir un certain mode de compatibilité pour les années à venir, parce que les migrations vont être longues et vont prendre un certain temps. Et puis, c'est probablement Java 9 la dernière grosse release, comme on a pu les connaître, avec non seulement une grosse feature, les modules, mais aussi un certain nombre d'autres fonctionnalités, et ici en l'occurrence 89. Donc c'était vraiment la dernière grosse, enfin tant qu'ils ne changeront pas le modèle, grosse release de Java. Et puis depuis un an, et ça va être le sujet de mon talk, on a plein de changements, pas forcément qu'au niveau Java, mais dans l'écosystème Java en général. On va voir qu'on a un nouveau modèle de release, qui fait que maintenant on a une nouvelle version tous les 6 mois. On a aussi de nombreuses choses qui sont mises en open source. Et on a aussi quelques annonces majeures. Alors, je suis Jean-Michel Doudou, je suis CTO d'Oxiane Luxembourg et du groupe Oxiane. J'ai diverses activités, notamment je rédige beaucoup de choses sur le web, plus quelques activités dans les jugs, ce qui fait qu'en 2014, j'ai été élu Java champion. Alors, de quoi on va parler? Première grosse partie de changements stratégiques majeurs depuis un an, on va voir un certain nombre de choses. Derrière, je vais rapidement vous brosser la liste des grandes features de chacune des versions, de Java 9, 10 et 11. Et puis on terminera sur quelque chose qui change aussi, c'est les fonctionnalités dépréciées. Alors ça, vous allez me dire, ça, il y en a toujours eu. Mais maintenant, des fonctionnalités retirées. Et là, il commence à y en avoir vraiment beaucoup, surtout à partir de Java 11. Et ça va aussi changer probablement des choses. Alors, dans les changements stratégiques, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un certain nombre de changements qui introduisent de nombreuses interrogations, voire de la confusion, des doutes et même des craintes, et parfois assez fortes. Essentiellement pourquoi? Parce qu'il y a probablement eu, en tout cas au début, un certain manque d'informations sur certaines choses, et puis parfois aussi des informations contradictoires. Suite à cette release de Java 9, Oracle s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Java était perçu comme vieillissant, on avait vraiment, et ça c'est vrai, des périodes de release qui étaient vraiment trop longues. Java 9 a mis 3 ans et demi pour sortir, c'est vraiment trop long. Et ils se sont rendus compte que aussi bien pour Java 8 que pour Java 9, c'est essentiellement une ou deux features qui ont entraîné ce délai-là.
Donc par rapport à ça, il nous propose maintenant un nouveau modèle de release basé sur 2 releases majeures d'OpenJDK à mois fixe, donc des feature releases au mois de mars et au mois de septembre. Et puis entre-temps, on va avoir de façon intermédiaire des updates en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Donc maintenant, les dates de planification des releases, en tout cas les mois, sont déterminés. Du coup, en application de ce modèle-là, on a effectivement depuis Java 9, Java 10 qui a été publié au mois de mars de cette année, et Java 11 qui est sorti là le 25 septembre. Donc pour l'instant, ils tiennent ce rythme. Et Java 12 est déjà annoncé pour le 18 mars prochain. Donc maintenant, on est vraiment sur des rythmes qui sont bien calés. Alors évidemment, dans les avantages, en tout cas c'est comme ça que ça nous est vendu, on va avoir des fonctionnalités plus rapidement, en tout cas dès qu'elles seront prêtes. Et puis attendre effectivement qu'il y ait une grosse fonctionnalité qui soit finie et qui arrête, ou en tout cas freine toutes les autres. Par contre, si on regarde, ces mises à jour d'OpenJDK, maintenant elles vont se faire uniquement sur la version courante. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans OpenJDK, on n'a pas de patch pour les versions 9 et 10, qui sont déjà obsolètes de toute façon. Il faut voir que c'est des versions qui sont plutôt orientées développeurs. Alors bien sûr, les entreprises, elles ne peuvent pas suivre, ne peuvent pas migrer une version de Java tous les 6 mois. Donc il y a un autre modèle qui est proposé par Oracle, dit LTS, Long Time Support, qui à partir de Java 11, toutes les versions, tous les 3 ans vont être estampillées LTS. Donc proposer un nouveau modèle de support, donc des patchs plus un support, bien sûr supports commerciaux, donc plutôt à destination des clients. Java 9 et 10 ne sont pas LTS. Java 11 l'est, alors pour des questions un petit peu pour que les gens comprennent, Java 8 a été réestampillé LTS, mais finalement quand on regarde, on reste un petit peu sur le principe qu'on avait avant. On va avoir une version à peu près tous les 3 ans, ce qui ne devrait pas trop déstabiliser la stratégie des entreprises. On a aussi certains fournisseurs de JDK, on va revenir dessus. Alors d'aujourd'hui, beaucoup utilisent le JDK d'Oracle, il y a d'autres JDK qui existent, et là on va voir que pour certaines raisons, on va redécouvrir que ces JDK existent. Et alors d'aujourd'hui, dans ces fournisseurs, la grande majorité en tout cas, ne vont s'appuyer que sur les LTS, essentiellement pour des raisons commerciales. Et bien sûr, ce modèle LTS, lui, il serait plutôt destiné aux entreprises. Alors du coup, on peut s'interroger, mise à jour gratuite ou support payant. Il faut voir que le modèle qu'on a connu pendant une dizaine d'années, là, qu'a utilisé Oracle, il est un peu remis en cause. Il est remis en cause parce que sur cette période-là, on avait bien sûr une licence à valider. Hein. Quand vous téléchargez un JDK d'Oracle, vous devez valider une licence qui l'a lu. D'accord? Assez intéressant parce que dedans, il y a un mix de choses payantes et de choses gratuites. Et donc il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous demande d'accéder à cette licence. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, on était sur une période où effectivement on avait des patchs entre 2 versions majeures de Java, donc plus ou moins 2 à 3 ans. Et puis généralement, Oracle offrait encore 1 an d'extension de patch gratuit pour permettre aux entreprises déjà d'attendre que ça se stabilise un petit peu et puis de laisser le temps de migrer. Là, on est sur un modèle complètement différent puisque maintenant les mises à jour gratuites sont très courtes, uniquement pendant 6 mois. Tous les 6 mois, OpenJDK, en tout cas, ne va offrir les patchs que sur la version courante. Alors évidemment, pour les entreprises, ça va être très compliqué. Donc effectivement, on a ce modèle LTS qui propose les mises à jour, le support, bien sûr à différents tarifs, et bien sûr, différents acteurs se sont portés sur cette possibilité-là. Oracle évidemment, mais d'autres qui étaient déjà des acteurs du monde Java, notamment Azure, IBM et Red Hat. Il y en a d'autres. Et du coup, vous pourriez me dire, ok, mais est-ce qu'on va avoir une solution pour avoir des LTS gratuits, ou en tout cas avoir les patchs gratuitement? Alors à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'il y a une quinzaine de jours, la seule chose qu'on aurait pu espérer avoir, c'est que Adopt OpenJDK, qui est une initiative du JUG de Londres, s'était proposé de fournir l'infra, Red Hat s'était proposé de superviser le projet, et puis il aurait fallu que la communauté fasse le report des patchs. Parce que finalement, si on regarde bien ce report des patchs, entre la version 11 et 17, il va y avoir 6 versions. Et forcément, avec du code qui évolue, ça ne sera peut-être pas simplement qu'un simple merge. Donc il y a tout un effort d'engineering à faire. Et là, pour l'instant, a priori, personne ne voulait le faire gratuitement. Sauf qu'à Devoxx Belgium, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, Amazon a annoncé Corretto. On en reparle juste un peu après. Par rapport à ça, d'autres conséquences. La première, c'est que les outils peinent à suivre. Hein. Si vous téléchargez la toute dernière version d'Eclipse, elle n'a pas un support de Java 11 à l'heure d'aujourd'hui, par exemple. Donc effectivement, tous les outils ont un peu de mal à suivre ce rythme. Alors vous imaginez bien déjà que si les outils ont du mal de suivre, bien sûr les développeurs aussi, et les entreprises encore plus. Bien sûr, ça veut dire que si on a des nouvelles versions, qu'il va falloir les mettre à jour plus régulièrement, peut-être mettre à jour aussi plus régulièrement ces outils, en tout cas si on veut suivre ce rythme, et donc d'avoir des mises à jour plus fréquentes de l'outillage et probablement aussi de nos bibliothèques.
Et puis ça impose même aux outils de changer leur mode de release. Pendant très longtemps, Eclipse était sur une release annuelle, hein, on avait même un joli petit nom de code. Alors ils proposaient quand même des releases un peu intermédiaires. Depuis le mois de septembre, là, ils sont passés sur une release trimestrielle. D'ailleurs, il n'y a plus de nom de code. Ça va être des 2018-9. La prochaine s'annonce là au mois de décembre. Donc il y a quand même un certain nombre de conséquences. Et puis bien sûr aussi, à terme, ça sera aussi mettre à jour nos dépendances. Et puis forcément, il va falloir choisir. Alors peut-être que les développeurs prendront plutôt les features release, donc celles tous les 6 mois, ou éventuellement la LTS, et les entreprises devront probablement partir sur une version plutôt LTS. Autre chose aussi qui a été annoncée par Oracle, c'est une convergence entre l'Oracle JDK, celui qu'on connaît actuellement, et OpenJDK. Et là, effectivement, on avait une licence, la Binary Code License, qui en fait faisait un mix de fonctionnalités gratuites, utilisables en environnement de développement et en production, mais certaines fonctionnalités étaient payantes en production. Et bien sûr, en ayant validé la licence, vous vous engagiez à soit ne pas utiliser ces fonctionnalités, soit effectivement à quitter une licence en cas d'utilisation de ces fonctionnalités en production. C'était notamment le Flight Recorder, si vous connaissez. Donc ce qu'a annoncé Oracle, c'est que pour la version 11, et ils ont réussi à tenir ça, il allait y avoir une convergence. Entre-temps, Oracle propose aussi, et je reviendrai aussi dessus, des builds d'OpenJDK. Alors là, pour le coup, qu'il ne faut pas télécharger sur le site d'Oracle, mais sur un site dédié qui est jdk.java.net, où vous retrouvez un certain nombre de choses, et notamment des builds d'Oracle OpenJDK, qui, elle, est entièrement gratuite, et l'utilisation ne requiert aucune licence. Donc effectivement, ça a été atteint en Java 11, les deux sont interchangeables à l'heure d'aujourd'hui. Ça divergera peut-être, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils sont interchangeables. Alors il y a quand même quelques différences, souvent on me dit oui, la taille du livrable n'est pas la même, oui, parce que le mode de packaging est différent. On a aussi la possibilité de déverrouiller des fonctionnalités commerciales. Alors pour l'instant, elles n'ont pas de sens dans Oracle JDK, mais ça pourrait en retrouver. Par contre, ça lève une erreur dans OpenJDK. Et bien sûr, les versions affichées sont aussi légèrement différentes. Donc du coup, si on veut une version gratuite en provenant d'Oracle, il faut prendre un Oracle OpenJDK à télécharger sur jdk.java.net. Et si vous voulez la version commerciale, il faut la télécharger, comme on a l'habitude de le faire, sur le site d'Oracle. D'ailleurs, si vous regardez bien, depuis la version 11, ils ont mis un gros encart jaune entouré de rouge, vous signifiant que la licence a changé. Et par voie, il faut comprendre, maintenant, elle est payante. Et bien sûr, si vous voulez utiliser quelque chose de gratuit, il faut partir sur quelque chose qui se base sur OpenJDK. Autre chose aussi, depuis cette version 11, Oracle ne propose plus que des versions serveurs et surtout ne propose plus de JRE. Vous ne pouvez plus télécharger que des JDK. On verra un peu pourquoi. Du coup, ça nous fait redécouvrir qu'il existe d'autres distributions de Java. Ça a toujours été le cas. Hein. Alors, majoritairement, on utilisait un petit peu l'Oracle, enfin le JDK d'Oracle, même si sur certaines plateformes, comme AX par exemple, il n'y avait que la version IBM du JDK qui était disponible. Mais c'est vrai que sur les plateformes standards, Linux, Mac, Windows, on ne se posait pas trop la question, on prenait l'Oracle JDK. Donc effectivement, on a cet Oracle JDK. On a maintenant un Oracle OpenJDK, qui lui est gratuit, sachant que le premier est payant maintenant. On a aussi d'autres fournisseurs qui se reposent sur OpenJDK. Ils ne peuvent pas toucher aux API, par contre, ils peuvent changer des choses. Changer la JVM, par exemple. C'est notamment le cas d'IBM, avec la J9. Ce n'est pas une hotspot, comme on peut la trouver sur Oracle, mais c'est une J9. On a aussi d'autres acteurs, alors peut-être moins connus, mais qui commencent à se faire connaître, notamment Azul, qui propose des choses intéressantes, soit gratuites, soit commerciales, notamment avec un garbage collector qui a quasiment 0 temps de pause sur des gros heaps. Mais il est payant. Si vous êtes sur des distributions Linux, sur une distribution Linux, il est hors de question de mettre quelque chose d'un peu commercial, donc ça n'a jamais été un Oracle JDK. On avait aussi les distributions d'OpenJDK, et puis on a depuis peu Amazon Corretto. Et puis, si vous êtes intéressé pour trouver d'autres distributions, vous avez ce projet du JUG de Londres, Adopt OpenJDK, qui propose des builds en fait, de différents JDK avec différentes JVM. Ils ont un certain nombre de plateformes, ils font les builds, ils ont toute une infrastructure qui font les builds, qui font passer les TCK, les tests de compatibility kit, donc pour s'assurer que l'implémentation respecte les spécifications. Et vous pouvez télécharger, c'est plutôt intéressant comme initiative. Alors Amazon Corretto, en fait c'est le JDK qui est utilisé en interne par Amazon sur une base d'OpenJDK. Ce qu'ils ont annoncé, c'est James Gosling qui l'a fait quand même, puisque maintenant il travaille chez Amazon, à Devoxx Belgium, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il nous propose une version 8 en preview de ce JDK, avec plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'il est intégralement gratuit. Vous allez me dire, normalement, toute distribution d'OpenJDK est gratuite. Elle est multiplateforme, on peut l'utiliser en production en local, sur le Linux d'Amazon, mais aussi sous Windows et sur macOS. Sachant que pour la version définitive, il prévoit aussi le support d'autres plateformes, notamment Ubuntu et Red Hat.
On peut bien sûr créer une image Docker, et évidemment on peut aussi l'utiliser sur Amazon AWS. Mais surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont nous proposer des mises à jour sur une longue durée, de manière régulière et gratuite. Ils prévoient 2 versions, une version 8 de Corretto, donc basée sur un OpenJDK 8, pour le premier trimestre 2019, avec des patchs jusqu'en juin 2023, et pour Corretto 11, ils prévoient, alors là ça sera un petit peu plus tard, dans le premier semestre 2019, avec des patchs jusqu'en août 2024. Et là, quelque part, la stratégie LTS qui a été mise en place est probablement remise en cause avec ça. Alors, entre-temps, on a aussi eu Java 10 qui est arrivé, on l'a vu au mois de mars. De conséquence, forcément, en 6 mois, on ne peut pas développer autant qu'en 3 ans. Donc forcément, le nombre de fonctionnalités est réduit. On n'a que 12 JEP, dont une vraiment utile pour les développeurs. On verra tout à l'heure l'utilité. Et puis effectivement, quand même quelques évolutions. Et puis Java 9, quasiment personne ne l'a regardé, 6 mois après, est déjà obsolète avec cette sortie de Java 10. 6 mois après, Java 11, forcément, toujours en application de ce nouveau modèle, rendant Java 10 déjà obsolète. Donc là, ça fait bizarre d'avoir raté 2 versions majeures, voire 3 de Java, alors qu'avant, 3 versions majeures de Java, c'était quasiment 10 ans. Donc ça a quand même des impacts un petit peu, ce nouveau modèle. Chose qui est quand même intéressante, c'est que Java 11 est LTS. Pareil, ce n'est pas forcément une grosse release, d'ailleurs il ne devrait plus y en avoir, on a 17 JEP. Avec quand même un certain nombre de choses, des petites évolutions, une en tout cas dans le langage, un certain nombre d'API sur lesquelles je reviendrai, notamment une nouvelle API pour faire de l'HTTP, enfin un client HTTP, des améliorations au niveau de la sécurité, choses auxquelles il va falloir qu'on s'habitue, des choses retirées. Attends, il y a vraiment des choses qui sont retirées, je vais revenir là-dessus parce que c'est assez important. Et puis effectivement, et ça c'est vrai aussi pour la plupart des évolutions de Java, des choses qui évoluent dans la JVM. Et probablement que c'est peut-être cette partie-là qui est la plus intéressante sur les nouvelles versions de Java. C'est plus que pas apporter la JVM que les évolutions dans la syntaxe. Et puis on a aussi la synchro-synth rétrocompatibilité, qui a toujours amené à des choses parfois un peu bizarres dans Java, le type Erasure avec les génériques par exemple. Pour ceux qui savent de quoi ça cause. On a aussi le for évolué. Tous les langages ont un for each. En Java, il n'y a pas de for each. C'est une syntaxe un petit peu particulière. On a aussi les interfaces fonctionnelles introduites en Java 8 plutôt que d'avoir un type fonction. Donc, pour respecter cette synchro-synth compatibilité, il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont eu parfois un certain nombre de conséquences. Et en fait, elle est partiellement remise en cause. Alors, pas complètement, mais en tout cas partiellement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le système de modules renforce l'encapsulation. Alors, d'aujourd'hui, toutes les API publiques interne au JDK, on y avait accès. À partir de maintenant, la plupart sont encapsulées. Donc on ne peut plus y avoir accès. On a aussi un certain nombre de choses qui sont retirées. Et dans les choses retirées, il y a JAXB. JAXB n'est plus dans le JDK. Et là, je vous laisse imaginer qu'il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Spring et Hibernate en ont besoin. Alors on verra que ce n'est pas perdu, mais maintenant ça devient une dépendance au même titre que d'autres dépendances. Bon, ils ont enlevé Corba aussi, ça personne ne va le regretter. Puis ils ont enlevé JavaFX. Futur de la partie cliente de Java. Maintenant, il est enlevé. En fait, ils l'ont enlevé comme ils l'ont amené. Et puis, effectivement, et ça, il va falloir s'y habituer aussi, à partir de Java 11, on a des éléments dans l'API deprecated qui sont retirés. Je reviendrai aussi là-dessus. Alors, effectivement, c'est quand même intéressant parce que quelque part, c'est comme d'habitude, il faut dégraisser le mammouth. On se plaignait que c'était un petit peu trop gros, que ça prenait de l'embonpoint. Bon, là, l'idée, c'est de réduire un petit peu, mais forcément, il y a des conséquences. Et bien sûr, la première grosse conséquence, c'est que ça va induire un travail de migration beaucoup plus important. Ça, c'est évident. Alors, on a aussi un certain nombre d'outils qui sont mis en open source, notamment la J9 d'IBM, la JVM, a été open sourcée auprès de la fondation Eclipse. On a NetBeans, qui est passé dans la fondation Apache. Et on a aussi OpenLiberty, qui est la partie Web Sphere Liberty, qui a aussi été open sourcée auprès d'Eclipse. Et puis on a Java EE. Java EE n'est plus géré par le JCP. D'accord ? Il est géré maintenant en communautaire par la fondation Eclipse, qui a repris l'intégralité de Java EE, avec un nouveau nom, parce qu'il y a un trademark sur Java, donc c'est Jakarta EE. Et bien sûr, on a un travail titanesque de reprise pour eux, parce que Java EE, ce n'est pas que des spécifications, ce n'est pas que des PDF, c'est aussi la plupart des implémentations de référence, et aussi, et surtout, les TCK, ces tests de compatibility kit qui permettent de vérifier qu'une implémentation respecte les spécifications. C'est un travail qui se termine, mais ça fait plus d'un an qu'ils sont dessus quand même. Et pendant ce temps-là, forcément, Java EE n'a pas forcément évolué. Et puis bien sûr, c'est un vrai changement de stratégie et de gouvernance qui est en train de se mettre en place, avec une implication beaucoup plus importante de la communauté et un modèle complètement différent par rapport à ce qu'on a pu connaître avec le JCP. Ah, et puis un nouveau logo. Il n'y avait pas de logo pour Java EE.
Maintenant, il y en a un pour Jakarta E. Bon, vous allez me dire, ça c'est pour le fun, mais au moins ça fait avancer les choses un petit peu. Ça coûte pas cher. Et puis récemment, si vous avez suivi, il y a quand même eu aussi un bon gros séisme, puisque IBM a annoncé le rachat de Red Hat pour plus de 34 milliards de dollars. Alors c'est super sympa pour Red Hat parce que c'était quasiment la seule vraie entreprise reposant sur un modèle open source. Alors bien sûr, après, avec un certain succès commercial, hein, on ne se fait pas racheter à 34 milliards de dollars pour rien. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu embêtant parce que c'est quand même deux gros acteurs de Java qui ne font maintenant plus qu'un, même s'ils n'avaient pas forcément des voix discordantes. Maintenant, ça sera forcément la même voie. Donc on verra un petit peu l'impact de ça, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, ils ont dit que ça allait rester une filiale. On verra, l'avenir nous le dira. Et puis, du coup, on peut se demander avec tout ça, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu, ça fait quand même beaucoup de changements, même si pour l'instant, je ne vous ai encore pas parlé de choses techniques. On peut se demander s'il faut continuer avec Java. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, on me pose la question. Ma réponse à moi est oui, évidemment. Malgré, et ça je ne vais pas vous le cacher non plus, qu'il y aurait une adaptation nécessaire à ces changements, hein, notamment le passage après 8. Il va être long et douloureux, ça c'est sûr. Mais bon, on verra qu'il y a des bonnes raisons. Et puis, en tout cas, ça sera beaucoup plus long que par rapport aux versions précédentes où c'était assez facile. Et puis quand même, Java a un futur. Là, c'est la seule chose où je vais vous parler un petit peu du futur. Reposant beaucoup plus sur la communauté, à partir de Java 11, il y a beaucoup plus de contributions de la communauté que d'Oracle, par exemple, au niveau d'OpenJDK. Les travaux sur Java 12 sont en cours, et heureusement, puisqu'il est annoncé pour le mois de mars. Le tout reposant sur une roadmap de grandes fonctionnalités, notamment des évolutions au niveau du langage. Alors on en a déjà certaines. On va en avoir encore un petit bout en preview en Java 12, avec des choses assez sympas comme le pattern matching ou les data classes. Alors data class, ils changent le nom tous les 3 semaines. Alors aujourd'hui, c'est des records. Ça pourra peut-être encore changer. Il y a vraiment des choses intéressantes qui vont arriver. Des choses intéressantes aussi dans la JVM, même si on a déjà un bout. On va avoir les value types, normalement, qui devraient changer pas mal de choses en Java, notamment, là, par exemple, la possibilité de mettre des types primitifs dans les génériques, ce qu'on ne peut pas faire à l'heure d'aujourd'hui. Un projet qui s'appelle Metropolis, qui... Alors aujourd'hui, on entend un peu parler avec GraalVM. L'idée, c'est de décrire en Java une partie de la JVM. Et si vous vous intéressez à la concurrence, le projet Loom, qui devrait nous introduire les Fibers. Alors après avoir dressé un petit peu un panorama un petit peu géopolitique des changements, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune des versions, d'un point de vue peut-être un peu plus technique. Donc si on regarde Java 9, des améliorations dans la syntaxe, on peut mettre certaines méthodes privées dans les interfaces maintenant. Vous savez qu'en Java 8, on peut mettre des méthodes, mais c'était forcément public. Donc si on voulait respecter un peu l'encapsulation, c'était un peu embêtant, parce que si on voulait mutualiser du code, c'était forcément dans une troisième méthode, ou une méthode supplémentaire qui était forcément publique. Maintenant, on peut en mettre certaines privées. On a aussi la possibilité maintenant d'utiliser des ressources effectivement finales, donc des ressources dont la référence ou la valeur ne change pas, directement dans le try with resources. Jusqu'à maintenant, on était obligé de redéfinir une nouvelle variable, et c'est cette variable-là qui était gérée. On a aussi la possibilité, on ne pouvait pas le faire, d'utiliser l'opérateur diamant sur des classes anonymes internes. Parce qu'en Java 8, ce n'est pas possible, il fallait remettre explicitement le type. Et puis on peut utiliser l'annotation @self_var sur des méthodes privées. Et puis, alors ça je ne sais pas si c'est une amélioration, on a un 51e mot-clé en Java, juste underscore, qui était jusqu'à maintenant un identifiant légal. Alors après, j'espère que vous appelez jamais vos variables juste underscore, mais en tout cas c'était légal. Maintenant ça l'est plus, c'est le 51e mot-clé de Java. On a aussi un certain nombre d'API et d'outils, des fabriques pour créer des collections immuables. Ils n'ont pas voulu de nouveau introduire quelque chose dans la syntaxe, donc ça se fait au niveau des fabriques. On a enfin une API, alors pour des besoins particuliers, mais une API unifiée pour interagir avec les process du système. Obtenir le PID de la JVM, obtenir la liste des process sur le système, demander un arrêt, éventuellement, si on a les droits. Avant, il fallait passer par des choses qui n'étaient pas du tout portables. Maintenant, c'est standardisé. On a aussi une toute petite API, Flow API, qui ne contient que 4 interfaces minimalistes pour faire des reactive streams. Alors, rien à voir avec les reactive d'IO qu'on a connus ou rien à voir avec les streams qu'on a. Mais en tout cas, la plupart, et ça a été très facile parce que c'est vraiment minimaliste comme interface, la plupart aujourd'hui des frameworks réactifs implémentent déjà Flow API. On a les varandles pour remplacer une partie de ce que faisait Unsafe. Et puis on a un enrichissement au niveau des compatible features. Et puis on a aussi un truc, alors moi qui me fait kiffer parce que je l'ai attendu pendant plus de 20 ans, on a enfin la possibilité de faire des recherches dans la Javadoc. Et c'est pas la classe mondiale ça? Bon par contre, si jamais un jour vous avez un coup de déprime, vous regardez comment c'est implémenté. Vous allez vite reprendre goût à la vie, c'est pas une recherche full texte. Mais en tout cas, c'est super sympa. Avant, il fallait scroller, il fallait rechercher.
Là, on tape en haut, on arrive assez facilement à retrouver une classe, une méthode, enfin tous les membres qu'on peut avoir dans la Javadoc. C'est plutôt sympa. Et puis un outil que j'aime bien aussi, JShell, qui est un outil de type REPL, plutôt sympa pour arriver à prototyper rapidement du code Java. Au niveau des améliorations de la JVM, globalement de meilleures performances. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est les compact strings. Ils ont complètement changé l'implémentation de la classe string. Alors bien sûr, l'interface ne change pas, mais maintenant, c'est plus un tableau de char encodé en UTF-16, c'est un tableau de bytes, avec un byte supplémentaire qui nous indique si c'est de l'UTF-8 ou de l'ASCII. Bon, de l'ISO 8859-1 pour être plus précis. Mais là, le grand avantage, c'est que pour des pays occidentaux comme nous, si on reste dans l'ASCII, la taille de nos chaînes de caractères est divisée par 2. Et quand on estime que dans une application de gestion, 50% du heap, c'est des chaînes de caractères, on peut espérer, alors c'est des stats, hein, mais gagner 25% de heap. Et donc le garbage collecting qui va avec. Et puis quitte à changer ça, ils ont aussi changé la manière dont le compilateur concatène les chaînes de caractères pour utiliser une vogue dynamique, pour que maintenant ils puissent changer ça à volonté sans avoir à toucher au compilateur. C'est quand même 2 gros changements qui leur ont fait peur, ça. Hein. Parce que si une JVM est plus capable de gérer correctement la classe string, et on a eu des précédents hein, en Java, pour ceux qui, je ne refais pas l'histoire, mais on a eu des problèmes en Java 6, on a aussi eu des problèmes quand Oracle a racheté Sun et qu'ils ont juste changé le nom de la JVM. Il y a plein d'outils qui ne marchaient plus. Donc c'était un peu, mais ça marche plutôt bien. Autre chose aussi, le garbage collector par défaut a changé, c'est G1 maintenant. G1 très intéressant parce qu'il marche bien jusqu'à quelques dizaines de gigas, s'auto-configure, demande très peu de config, à part juste lui donner un objectif de temps de pause maximum. Bien sûr, il faut être un peu raisonnable sur ce qu'on met, mais une fois qu'on fait ça, il marche plutôt bien. Ils ont aussi splitté maintenant le code compilé en 3 zones de cache en fonction des différentes étapes du JIT. Et puis quelque chose de sympa aussi, ils ont unifié la façon dont on va pouvoir demander à la JVM de nous loguer des informations. Alors d'aujourd'hui, il y a un nombre pléthorique d'options pour arriver à faire ça. Maintenant, ils l'ont unifié. Alors il y a une syntaxe un peu particulière, mais ils l'ont unifié. Et notamment, ils l'ont appliqué aussi pour tout ce qui concerne les activités du garbage collector. Donc, si vous avez besoin, il n'y a plus besoin d'aller utiliser une des 60 options. Maintenant, c'est standardisé. Et puis bien sûr, on a les modules, souvent perçus comme contraignants. Forcément, parce que les modules introduisent moins de liberté, alors de la liberté dont on a pu abuser hein, pendant 20 ans. Un certain nombre de contraintes, juste pour vous donner une idée, parce que je n'aurai jamais le temps de vous brosser l'intégralité des modules en 10 minutes. On n'a plus accès aux classes publiques par défaut qui sont à l'intérieur d'un module. Si on veut le faire, il faut exporter les packages concernés. Donc ça veut dire que par défaut, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez une classe, hein, jusqu'à Java 8, vous avez une classe qui est dans le ClassPass, n'importe qui peut l'utiliser. Demain, avec les modules, par défaut, il n'y a que le module lui-même qui peut l'utiliser. Alors bien sûr, on va devoir faire des choses pour exporter, pour autoriser l'accès. Mais vous voyez que déjà là, il y a déjà des choses qui changent. Bien sûr, l'introspection. On était capable de faire de l'introspection sur toutes les classes du ClassPass. C'est terminé. Par défaut, on ne fait pas d'introspection dans un module. De nouveau, pas sans l'autoriser. Et là, j'en vois déjà certains qui commencent à avoir peur. Autre chose aussi, on verra pourquoi, plus de split package. Le split package, c'est avoir un package dans 2 jars différents. Pas de dépendance circulaire, ça ne sera pas plus mal. Et puis probablement, peut-être la partie peut-être la plus embêtante, on va devoir maintenant définir nos dépendances à 2 niveaux. Au niveau du descripteur de module, et bien sûr dans notre outil de build préféré. On pourrait espérer que les IDE nous aident un petit peu, mais on a quand même cette double maintenance à faire. Et puis, il y a beaucoup de reproches qui sont faits à Jigsaw. Si on prend n'importe quel autre système de module, hein, qui a déjà fait de l'OSGI, ça aurait été pire. D'accord ? Parce que forcément, les modules introduisent de la sécurité, donc des contraintes. C'est inévitable. Mais par contre, il faut profiter un petit peu des avantages des modules. Il ne faut pas regarder que les mauvais côtés. Il y a des bons côtés. Hein. Moi, je les ai longtemps attendus. La première, c'est l'encapsulation forte pour améliorer la sécurité et la maintenabilité. Notamment, si on regarde un petit peu ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, on met beaucoup trop de choses publiques parce qu'il nous manque un niveau, un petit peu de visibilité. Et bien, ce niveau, maintenant, il est introduit au niveau des modules. On a aussi une meilleure configuration qui devrait nous permettre de réduire certains problèmes du ClassPass. Malheureusement, pas encore tous, mais en tout cas, on a certaines problématiques du ClassPass. Qui a déjà eu des problèmes avec le ClassPass? Ceux qui ne lèvent pas la main, c'est que vous ne faites pas du Java depuis assez longtemps. Ou que vous montez d'ailleurs. Tout le monde a des problèmes avec le ClassPass. Bon, là, l'idée, effectivement, comme on va déclarer les dépendances, la première chose, par exemple, que sera capable de faire la JVM et le compilateur, c'est de vérifier qu'on a tous les modules à dispo dans le module pass. Le seul souci, c'est que comme pour l'instant, on ne gère pas le numéro de version, c'est peut-être pas la bonne version. En tout cas, on est sûr que le module est présent.
Ça va venir, ça va venir. Bon, il faut voir aussi ça comme étant l'occasion de remettre un peu d'ordre dans le design des livrables, dans les dépendances, et ça je pense que ça ne sera pas un mal, parce que même avec Maven, je pense qu'on a tous des doublons un petit peu dans les ClassPass. Et puis bien sûr dans les API aussi utilisés. Et puis on a donc ce système de modules, et pour des raisons de compatibilité, un module c'est un simple jar dans lequel il y a juste un fichier supplémentaire. Alors c'est du code Java, c'est pas tout à fait la syntaxe Java, mais c'est un fichier .java, module-info.java, qui est compilé en module-info.class, et du coup vous avez un jar modulaire. Alors il y a un certain nombre de mythes et de réalités. La première, c'est que le ClassPass est remplacé par le module pass. Clairement non. On verra que les deux cohabitent à l'heure d'aujourd'hui pour des questions de compatibilité, même si à terme le ClassPass devrait disparaître. Ce terme étant dans de nombreuses années. Le code de l'application doit obligatoirement être modularisé. Non. À l'heure d'aujourd'hui, tout peut fonctionner dans le ClassPass, avec quelques difficultés probablement, mais en tout cas, vous n'avez aucune obligation à rendre votre application modulaire. Même si encore une fois, ça sera la cible. La classe unsafe est retirée. Non, et heureusement, parce que sinon il n'y a plus rien qui marche. Une application en Java 8 se compile en Java 9. Ah, là ça dépend. Et ça dépend notamment des API du JDK qui sont maintenant encapsulés et auxquels on n'a plus accès. Une application en Java 8 s'exécute en Java 9. Là, un peu pour les mêmes raisons, ça dépend. Et puis la majorité du code existant n'aura pas besoin d'être modifié. Normalement, oui. On devra faire des choses au niveau des modules, peut-être réorganiser nos packages, mais la grande majorité du code n'aura pas à être modifié. Donc on a cette notion de module pass qui vient, alors c'est à peu près similaire au niveau du ClassPass, mais ça va gérer des modules. On peut les utiliser en simultané, et du coup on peut faire une combinaison. On peut avoir des jars modulaires ou non modulaires qui peuvent être mis dans le ClassPass et dans le module pass. Du coup ça donne quoi? Si je prends un jar standard et que je le... pardon, on va faire simple. Si je prends un jar modulaire que je le mets dans le module pass, j'ai ce qu'on appelle un name module. Donc un module sur lequel toutes les règles du système de modules vont s'appliquer. Si je prends un jar standard, donc non modulaire, donc qui n'a pas de module-info, que je le mets dans le module pass, ça devient un automatique module. Et si je mets un jar standard ou modulaire dans le class pass, tout se retrouve dans un unique unnamed module. Bien sûr avec des contraintes. Donc on a 4 types de modules, ceux du JDK, ça on n'y coupe pas, de toute façon maintenant le JDK est modularisé, le rt.jar a disparu. On a des modules nommés, des jars modulaires dans le module pass. On a cet unnamed module qui est un seul module qui va contenir en fait toutes les classes des jars qu'on met dans le class pass. Bien sûr tous les packages sont exposés et il peut accéder à tous les autres modules. Et puis on a cette notion d'automatique module qui est en fait un jar non modulaire qu'on met dans le module pass. Là, deux possibilités parce qu'il va falloir lui trouver un nom. Soit ce nom a été défini et figé dans le manifeste, soit il est dérivé au niveau du nom du fichier jar. Tous ces packages sont aussi exposés et il peut aussi accéder à tous les modules. Et là, l'intérêt de ce type de module, c'est de faire le pont entre ce qui est modulaire avec le name module. Petit schéma qui rapidement vous brosse un petit peu ce qu'il est possible de faire en termes d'accès entre les modules de manière explicite. Donc vous voyez que dans le JDK, forcément le JDK lui ne peut faire que des accès aux autres modules du JDK. Nos modules nommés, pareil, ne peuvent faire accès que soit à d'autres modules nommés, soit à ceux du JDK, soit éventuellement avec ceux de l'automatique module. Mais là, ce qui est important, c'est que le nom ne change pas. Vous voyez que aussi bien le JDK ni les modules nommés ne peuvent pas accéder au ClassPass, donc le pont se fait au travers d'un automatique module qui lui va pouvoir accéder quand même, on a dit qu'il avait accès à tous les autres modules, comme ceux qu'on peut mettre dans le ClassPass. Et à terme, bien sûr, le ClassPass et les automatiques modules doivent disparaître. Mais ça, c'est dans un futur très éloigné. Alors on a des options pour assouplir quand même JPMS parce que ces règles sont très strictes. On en a 5 qui peuvent s'appliquer aussi bien pour le compilateur que la JVM. La première, c'est pour ajouter un nouveau module dans le graphe. Pourquoi? Parce qu'on a certains modules qui ne sont pas, par exemple, des dépendances optionnelles. Un driver JDBC, une implémentation d'un cache. D'accord? Donc là, on ne peut pas dire je veux explicitement EHCache ou Infinispan ou Hazelcast parce qu'il faut en donner 3. Donc là, on a parfois des modules qui sont optionnels. Donc pour les rajouter, on a cette option-là. On a aussi la possibilité de permettre à un module d'accéder à un autre. En clair, de rajouter un export sur un autre module. La possibilité d'accéder à un autre. On a aussi la possibilité d'exporter un package avec --add-export. On a aussi la possibilité de demander la possibilité de faire l'introspection sur un package avec --add-opens. Et le fin du fin, c'est qu'on peut même venir ajouter ou remplacer des classes dans un module avec --patch-module.
Bien sûr, toutes ces options-là ne modifient pas le module info, ça modifie ce qu'on appelle le graphe de module, donc ce qui est chargé ou créé au démarrage de la JVM et du compilateur. Et bien sûr, parfois, ces options, on est obligé de les utiliser, par contre, il ne faut pas régler tous les problèmes avec. Si vous les utilisez, il faut vraiment que ça soit pleinement justifié, parce que sinon, c'est comme quand on fait une loi, si on fait que écrire des choses pour bypasser la loi, bah, au final, la loi, on ne la respecte pas, elle ne sert à rien. Alors on a aussi les API internes, donc la plupart sont encapsulées, pas toutes encore à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas toutes des solutions de remplacement, et donc par encapsulé, ça veut dire qu'on n'y a plus accès. Ces API étaient non standards, on n'aurait jamais dû les utiliser, mais comme elles étaient publiques, on pouvait très bien, en tout cas les IDE pouvaient les avoir, et surtout les frameworks qu'on utilise pouvaient en faire usage. Certaines sont remplacées, notamment à partir de Java 8, on a enfin une solution pour faire de l'encodage en base 64 en standard. Et certaines sont encore accessibles, c'est notamment le cas de Unsafe, mais à terme, quand elles seront remplacées, on n'y aura plus accès. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une étape de migration. Au niveau de ces API internes, on a un outil qui s'appelle JDEPS qui permet de faire de l'analyse de dépendance, et notamment avec une option "-JDK internals permet de nous trouver la liste de toutes les API encapsulées qui sont utilisées. Ça, je vous encourage, si vous avez déjà à l'heure d'aujourd'hui, de le passer sur vos applications. Ça va vous donner déjà, alors pas l'intégralité, mais en tout cas certaines problématiques que vous serez amené à devoir gérer. Et puis, pour des raisons de compatibilité, on a une nouvelle option qui est activée par défaut, qui s'appelle " illegal access dans la JVM, qui permet en fait, ou en tout cas qui autorise l'utilisation de l'introspection sur l'intégralité des modules dans le unnamed module. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de dépendances, certaines bibliothèques qu'on utilise, qui font de l'introspection sur certaines classes du JDK. C'est mal, mais c'était possible jusqu'à maintenant. Ça fait effectivement faire perdre une partie des bénéfices de JPMS, mais si on n'avait pas ça, on n'aurait pas du tout, en tout cas, on perdrait toute la compatibilité. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est permit, sa valeur par défaut, il y a d'autres valeurs qui nous affichent un warning après chaque premier accès illégal. N'ignorez pas ces warnings, parce qu'à terme, ça va être de plus en plus restrictif la valeur de cette option, et à terme, ça sera deny. Et deny, c'est erreur de la JVM, donc arrêt si jamais il y a un accès illégal qui sera fait. Autre chose aussi, on a des MR-jar, multi-release jar. Là, l'idée, c'est d'étendre le format jar pour être capable de mettre des points classes pour différentes versions de Java dans un même jar. Et ça, on va vraiment en avoir besoin dans un futur, puisque si vous avez bien compris que s'il y a des API qui sont deprecated, ça veut dire qu'elles ne pourront pas être utilisées dans le futur. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs points classes pour différentes versions du JDK. Comment ça se fait? On va avoir un sous-répertoire version dans meta-inf, et pour chaque version spécifique de Java, on va avoir un sous-répertoire correspondant à la version et les points classes correspondants. Donc ça donne un petit peu quelque chose comme ça. Pour que ça fonctionne, il faut absolument que le multi-release soit à true dans le fichier manifeste. Et bien sûr, ce n'est utilisable qu'à partir de Java 9. Par contre, l'intérêt de ce format-là, c'est que si vous êtes en 8, c'est la classe à la racine comme on le connaît actuellement qui est utilisée. Si je suis en Java 11, il va rechercher, comme il voit qu'on est en multi-release true, il va rechercher une version 11, j'en ai pas, il va prendre la version 10. Et si je prends une version 9 de Java, je prends ce même jar, il va utiliser la version pour Java 9 de cet outil. Attention, à l'heure d'aujourd'hui, ce format-là est très très mal supporté par les outils. Et il faut faire beaucoup de choses manuellement, et vous imaginez qu'en plus, pour chaque version, il faudra une version du code source spécifique. Les split packages. Le problème d'un split package, c'est que c'est un package qui est présent dans plusieurs jars. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on en a souvent. On va avoir dans un même package une interface dans un jar et différentes implémentations dans d'autres jars. C'est très courant dans le ClassPass. Et bien avec les modules, on ne peut plus avoir de split package. Pour deux raisons, assurer la fiabilité de la configuration. Qu'est-ce qui se passe si je permets l'accès public dans un jar et pas dans l'autre? Et puis surtout pour des questions de performance. Alors d'aujourd'hui, quand on veut charger une classe, il y a un parcours séquentiel du ClassPass qui est fait pour trouver la classe. Là, dès que je veux une classe, j'ai son nom pleinement qualifié, j'ai son package, il peut être que dans un seul module, l'accès est direct. Donc c'est aussi pour des questions de performance qu'on a ces contraintes-là. Attention, ça s'applique pour tous les packages dans les modules, qu'ils soient exportés ou non. Ça, très contraignant. On va avoir forcément un travail de refactoring à faire, au moins sur les nommages des packages. Et pour des raisons de compatibilité, bien sûr, les split packages sont autorisés dans le unnamed module. Et là, si vous me demandez comment ça marche, ben, ça marche aussi mal que dans le ClassPass actuellement. Autre chose sympa, maintenant qu'on a les modules et qu'on a déclaration entre les modules, on a un outil qui s'appelle JLink, Java Linker, qui va nous permettre de créer des runtimes personnalisés. Donc l'idée, c'est de créer un runtime qui va contenir que les modules pour exécuter une application. D'où en fait le fait qu'Oracle maintenant nous fournisse plus de JRE puisqu'on peut les construire.
Alors effectivement, c'est intéressant parce que ça va nous faciliter le déploiement d'applications. On n'aura plus besoin de s'appuyer sur un JRE qui devrait être préalablement installé. Là, ce qu'on va livrer, c'est directement un JRE qui va contenir l'intégralité, non seulement des modules du JDK, des dépendances et des modules de notre application. Alors là, je vous ai vendu un peu du rêve, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour que ça marche, il faut que tous les genres soient modulaires. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà quasiment impossible, dans la mesure où la très très large majorité de nos dépendances ne sont pas modulaires. Donc c'est assez contraignant, on ne peut avoir que des name modules, non seulement dans notre application, mais aussi pour les dépendances. L'idée là, alors malheureusement, c'est de faire un Uberjar, d'exporter tous les packages et d'ouvrir carrément le module. Donc de prendre tout, de mettre tout dans un bon gros module. Alors je sais bien que ça fait rire, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est quasiment la seule possibilité qu'on a d'utiliser J-Link, tant que toutes nos dépendances et nos applications ne seront pas intégralement modulaires. Deux petits points aussi, attention, un JRE n'est pas portable. Le code Java est portable, mais un JRE est spécifique. Donc si vous voulez déployer sur Mac, sur Linux ou il faudra en créer 3, avec 3 JDK différents, bien sûr. Et si jamais vous voulez patcher, par exemple faire un update de sécurité, il faudra rebuilder, parce qu'ils ne se mettront pas à jour automatiquement. Allez, Java 10, elle repose sur Java 9. C'est une toute petite release. On a un certain nombre de features, dont une qui a fait parler beaucoup d'encre. C'est l'utilisation de l'inférence de type pour déclarer des variables locales. Alors l'inférence de type, le compilateur commence à l'utiliser de plus en plus. Notamment récemment dans les lambdas, sur les paramètres, et en Java 10, on va utiliser cette inférence pour déclarer des variables locales avec une instruction var, qui n'est pas le 52e mot-clé de Java. Donc ce n'est pas un mot-clé. Donc on peut faire des choses comme ça maintenant, var i égale 2, pour avoir une variable de type int, ou var j égale 2l pour avoir un long. Et bien sûr, comme ce n'est pas un mot-clé, on peut faire var égale bonjour, pour avoir une chaîne de caractères de type string. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est si on a des types un peu longs. Vous savez, vous avez déjà fait tout un tas de group by dans un stream avec vous fermez 7 chevrons. Là, vous mettez juste var. Là, c'est sympa. Bien sûr, ça peut aussi être le retour d'une variable. Et puis quelque chose qu'on ne pouvait jamais faire jusqu'à maintenant, on peut enfin récupérer le type d'une classe anonyme interne. Alors, on ne peut pas l'utiliser, mais en tout cas, on a une variable. Typiquement ici, si j'implémente 2 méthodes dans Serializable n'implémente aucune méthode, je rajoute 2 méthodes dans cet objet. Je pourrais faire objet.méthode 1 et objet.méthode 2. Ça, on ne pouvait pas le faire. Il ne faudra pas en abuser, mais ça pourrait être sympa dans certains cas. Bien sûr, on peut aussi l'utiliser dans les boucles for et dans les try with resources. On a plusieurs situations illicites. La première, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une valeur pour que le compilateur puisse faire l'inférence, donc déterminer le type. Cette valeur ne peut pas être nulle, sinon il ne saurait pas quel est l'objet, le type de l'objet de la variable. On ne peut pas non plus déclarer 2 objets, quand bien même soit-il du même type, avec une seule instruction var. Idem pour un tableau, il faut remettre explicitement le type. Et bien sûr, sur les références de méthode et les expressions lambda, il faut absolument caster avec l'interface fonctionnelle correspondante. Et puis bien sûr, une fois que ce type est inféré, il ne peut plus changer. Donc ici, si je déclare une variable valeur, je l'affecte 10, j'ai un int, quelques lignes plus tard, je ne peux pas faire valeur égale bonjour. Ça, si vous voulez ça, il faut aller faire du JavaScript. Ça ne marche pas en Java. On a un cas d'incompatibilité quand même, c'est si jamais vous ne respectez pas les conventions de nommage et que vous déclarez un type var. Là, c'est plus possible. À partir de Java 10, vous ne pouvez plus avoir un type qui s'appelle var. Parce que ce n'est pas un mot-clé, mais là, il y aurait quand même ambiguïté. Donc si vous avez malheureusement un type qui s'appelle var avec un V minuscule, ça ne se compilera plus. Il faut utiliser var avec discernement. Le premier, c'est que le code plus ou moins lisible, surtout sans IDE, bien sûr, d'où probablement une importance accrue du nom des variables. Si vous avez var personne égale j'invoque un service dont on ne comprend pas le nom ni de la méthode ni de la classe, si on met simplement p, var p, comment savoir que c'est personne ou que c'est pays ou que c'est produit, ça devient plus compliqué. Et puis, et ça c'est peut-être plus embêtant, l'abstraction est limitée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'inférence vers un supertype ou vers une interface. Donc typiquement, habituellement, quand on déclare une ArrayList, pour essayer de respecter l'abstraction, on va plutôt utiliser un type list. Le type inféré là par var, c'est ArrayList. Ah ouais. Du coup, c'est pas terrible. Par contre, rien ne nous empêche toujours de ne pas utiliser var et de faire explicitement mettre explicitement le type. On a un certain nombre d'API qui ont été mises à jour, notamment on a une super méthode qui est équivalente, ou en tout cas une alternative à get, qui est un vrai problème dans l'API optionnel, qui s'appelle maintenant or_else_row, mais qui fait exactement la même chose, et get n'est pas deprecated. On a aussi la possibilité de créer maintenant, on a des fabriques pour créer des copies immuables de collections, et on a des fabriques dans les collectors pour nous renvoyer les éléments d'un stream dans une collection immuable. Et puis, chose intéressante, en Java 10, on a un bien meilleur support de Docker. On a une option qui s'appelle Use Container Support, qui par défaut, en fait, va récupérer les métriques
directement au niveau du C-group, notamment la CPU et la mémoire. Pourquoi? Parce que, en fonction de ces informations-là, si vous ne faites rien, il définit un certain nombre de choses. Le nombre de threads, par exemple, pour le GC, la taille max. Et en fait, comme on peut réduire ou restreindre la quantité de ressources allouées au conteneur, il y avait un vrai écart. Donc maintenant, ça y est, c'est enfin correctement supporté à partir de Java 10. Pour info, si vous en faites déjà actuellement en Java 8, faites un update sur la 191. Ils ont remis aussi cette fonctionnalité-là dans la 191. Pareil au niveau de la mémoire, ça s'exprime au niveau de fraction. À partir de maintenant, c'est en pourcentage. Ça permet d'avoir une meilleure précision. Java 11, on peut utiliser var dans les paramètres des lambda. Le type avant était inféré. Maintenant, quand on utilise var, il est inféré de la même manière. Et là, vous pourriez me dire, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert notamment si on veut mettre des annotations ou des modificateurs. D'accord? On est obligé de remettre le type. Maintenant, on peut utiliser var. Bien sûr, on a plusieurs situations illicites. On ne peut pas mixer var avec une déclaration implicite ou explicite. Et si jamais vous n'avez qu'un seul paramètre, vous ne pouvez pas mettre var ce paramètre, vous êtes obligé de mettre les parenthèses. La classe string a évolué, et notamment ce qui a évolué dans la classe string, c'est la façon dont les nouvelles méthodes ajoutées dans la classe string considèrent les espaces. C'est très nébuleux alors aujourd'hui ce qu'est un espace dans la JVM. Maintenant ça a été clarifié, notamment par exemple l'espace insécable en Unicode, et pas simplement que le caractère 20. Donc on a une nouvelle méthode isWhitespace dans le caractère qui nous renvoie un booléen. On a plusieurs méthodes qui ont été ajoutées, notamment strip, strip leading et strip trading pour enlever les blancs avant, après ou avant et après, bien sûr sur la base de cette nouvelle règle des espaces. On a un booléen isBlank qui renvoie un booléen si c'est vide ou s'il n'y a que des espaces, toujours sur la base de cette nouvelle gestion des espaces. Et puis on a une méthode lines qui nous renvoie en fait un string qui contient chacune des lignes. Donc en fait il prend toute la chaîne, le séparateur c'est le retour chariot, l'anti/n, et les éléments fournis dans le string correspondent à chacune des lignes. Et on a repeat qui nous permet de répéter le nombre de fois passé en paramètre la chaîne de caractères. Je vais passer rapidement parce qu'il me reste 4 minutes. On a une nouvelle API HTTP Client, bien plus moderne, bien plus sympa, qui apporte deux choses. Un support d'HTTP2 et surtout, enfin, le support de l'asynchrone. Qui a fait de l'HTTP URL Connection? Qui en garde dans mon souvenir? D'accord. Regardez ça, c'est sympa. Attention, vous trouvez beaucoup d'exemples sur le web. C'était en incubator en Java 9. Ils ont changé des choses en Java 10 et maintenant en Java 11, on l'a enfin en standard. Ça passe par des fabriques, c'est assez agréable à utiliser. Je passe rapidement parce qu'il ne me reste que 3 minutes. Mais jetez-y un œil, c'est plutôt sympa. Ah, la killing feature de Java 11. On peut exécuter un fichier Java sans avoir à le compiler. D'accord, je vois que ça vous emballe. Attention, le point classe doit pas être dans le répertoire courant. Donc on peut avoir maintenant un Hello World et faire Java, hello.java. Le truc sympa sous Linux notamment, c'est qu'on peut le transformer en fichier shebang. C'est plutôt agréable. On a support de TLS 1.3. On a deux nouveaux GC qui sont expérimentaux uniquement sous Linux. Le premier qui travaille avec des faibles latences, moins de 10 millisecondes pour des quelques téraoctets de RAM. Et puis on a Epsilon qui est un GC qui ne récupère pas de mémoire du tout. Vous allez me dire à quoi bon avoir un ramasse-miettes qui ramasse rien? Il y a des cas d'usage, notamment pour des tests de perf. Il ne faut pas être embêté avec le. Si vous mettez un grand heap, vous faites vos tests de perf. Vous n'êtes pas embêté par l'activité du garbage puisqu'il n'y en a pas. Et puis on commence à avoir de plus en plus d'applications à durée très courte. Donc là, ça peut être intéressant aussi de profiter de ne pas avoir de garbage collector. Le flight recorder, qui était une des options payantes, maintenant est intégré dans OpenJDK. Donc maintenant, si vous êtes sur OpenJDK 11, vous pouvez l'utiliser gratuitement, sans problème, même en production. J'ai 2 minutes. Les fonctionnalités dépréciées. La notation deprecated, ils ont rajouté un booléen, un attribut for removal qui est un booléen. S'il passe à true, ça veut dire que dans la version suivante, il est retiré. Et puis on a AdSense qui est purement informatif. Du coup, on a un petit outil, JDPR Scan, qu'on va apprendre à aimer. Parce que maintenant, il va nous recenser quelles sont les API deprecated, et notamment celles qui sont for removal. Donc, ils ne compileront plus à la version suivante. Ça, on n'y est pas du tout habitué. Hein. On a des API deprecated depuis Java 1.1. À partir de Java 11, les premières méthodes deprecated sont retirées. Notamment, il y en a 2 de thread. L'API applet est retirée. Une petite minute de silence. Alors, mais juste par nostalgie, parce que moi, j'ai commencé Java avec des applets. Bon, essentiellement parce que les navigateurs ne supportent plus le NP-API qui permet de le connecter. Et puis tout le monde avait dit, bah, c'est pas grave, on va utiliser Java Web Start. Il est aussi retiré. Nashorn, introduit en Java 8, est deprecated, pas encore for removal. Et puis surtout, JavaFX est enlevé de Java 11. Oracle l'a amené comme ça, sans JSR, bah, il l'enlève aussi comme ça. Voilà. Et peut-être pour ceux qui font de la prod, ils ont retiré aussi le support de SNMP.
Ça, pour ceux qui font de l'exploit, c'est un peu plus embêtant. Autre chose qui va vraiment nous embêter, les modules de Java EE, il y en a un certain nombre, et notamment JAXB, JAXWS, sont purement et simplement retirés. Maintenant, il faut les utiliser en tant que tierce dépendance. La seule qui n'a pas de solution à l'heure d'aujourd'hui, c'est Corba, mais ça, je pense que personne ne le regrettera. On a aussi un certain nombre d'outils retirés. JVisual VM, JavaDB en Java 9. En Java 10, bon, PolicyTool que personne n'utilisait, ça c'est pas très grave. Et en Java 11, l'Applet Viewer, bien sûr Java Web Start, et Java Mission Control, qui n'est plus fourni maintenant que le JDK, qui est un sous-projet de OpenJDK, qui s'appelle toujours JMC, mais toujours pour des questions de trademark. Maintenant, c'est plus Java Mission Control, c'est JDK Mission Control. Allez, conclusion, parce que j'ai déjà dépassé de 30 secondes. Java évolue et nous devrons suivre. Alors évidemment, tôt ou tard, hein, ça on verra. Effectivement, la migration vers la partie au-delà de 8, hein, donc passer au système de modules, sera obligatoire, tôt ou tard. Alors après, on verra dans quel délai ça va se faire. Moi, je pense que ça va être très très long. Ça va aussi être très délicat, en tout cas bien plus long et bien plus délicat qu'avec les versions précédentes, ça c'est certain. Bien sûr, en tenant compte aussi des évolutions dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment ce nouveau modèle de release qui implique quand même pas mal de choses, et notamment pour les entreprises. Et puis télécharger Java 11 et essayer. Merci.